a quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Quand on parle d'éducation positive, ce qui revient assez fréquemment, c'est un espèce d'amalgame qui parle d'absence de cadre, d'absence de limite, et qui est souvent d'ailleurs porté par les détracteurs et détractrices du sujet. Mais, à ma connaissance, je n'ai jamais vu, lu ou entendu une personne engagée sur ce sujet et qu'il développe dire que l'éducation positive, c'est l'absence de cadre. Alors j'ai déjà posé la question dans ce podcast, si jamais vous voyez ce propos-là écrit quelque part, lu ou tenu par une personne qui est un petit peu représentante du sujet, n'hésitez pas à me le transmettre s'il vous plaît, parce que vraiment je ne l'ai jamais vu. Je l'ai toujours entendu très souvent dans la bouche, encore une fois, des gens qui critiquent le sujet, mais jamais dans la bouche de ceux qui le portent. En revanche, j'ai souvent vu les questions et je me suis moi-même beaucoup demandé « Ok, mais comment on fait pour poser un cadre non violent ?» Après, on peut mettre le mot qu'on veut derrière, bienveillant, positif, on en verra d'autres dans cet épisode. Et ça, c'est une question qui est vraiment extrêmement importante et à laquelle nous allons essayer de répondre avec mon invité. Il s'agit d'Héloïse Junier. Elle est docteure en psychologie du développement de l'enfant et elle va nous apporter ses éclairages sur ce sujet. Nous allons commencer, histoire que tout le monde puisse bien se comprendre dans cet épisode et surtout à l'écoute de cet épisode, par redéfinir le sujet du cadre, en essayant de donner des exemples personnels, tirés de son expérience et de son expertise. Et ensuite, nous avancerons sur, ok, qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les petits outils, les petits tips, mais aussi quelles sont les réflexions qu'on peut avoir autour de cette idée du cadre et des limites. Nous ferons un petit détour parce qu'on appelle aussi la technique du time-out, qu'est-ce qu'elle en pense, alors qu'elle est considérée comme faisant partie de l'éducation positive par le Conseil de l'Europe. Bien entendu, nous évoquerons aussi nos propres difficultés, nos frustrations par rapport à l'application des principes que nous défendons. Je vais tout de suite commencer par la première question, c'est quoi un cadre éducatif ? Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors ça, c'est une très bonne question. Je pense que c'est un terme de cadre qui est très galvaudé. Il circule beaucoup. On n'y met pas tous la même chose dedans. Pour moi, un cadre, c'est un ensemble de limites que fixe le parent et en fait des limites qui fait respecter, coûte que coûte, quel que soit le contexte et l'environnement. Et en fait, chaque famille, en fonction de sa culture, de son histoire, de son éducation propre, va avoir une idée du cadre qui lui est vraiment très très propre. Mais à la base, un cadre, c'est vraiment un ensemble de limites qu'on fait respecter au quotidien. D'accord. Quel exemple de limites peuvent être trouvées ? Moi, mon cas personnel, j'ai déjà exprimé dans le podcast et dans mes différents contenus, c'est la santé, la sécurité et le respect d'autrui. Ça, ce sont notre cadre avec ma compagne et moi. Mais est-ce qu'il y a d'autres sujets qui peuvent être culturels ou intervenir dans différentes familles que vous avez rencontrées dans votre pratique ou... Alors c'est très variable vraiment d'une famille à l'autre. Ça peut être le cadre, ça peut être aussi l'alimentation, ça peut être tout ce qui est politesse par rapport à autrui. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui se mettent une pression forte pour que leur enfant soit poli très tôt dès qu'il est en âge de parler. C'est quelque chose qu'on reverra peut-être plus tard, mais qui est toujours à nuancer. L'alimentation, par exemple, ça peut être le parent qui ne veut pas que son enfant mange de sucré avant de manger, ce que je comprends aussi pour d'autres raisons. Enfin, en tout cas, c'est un cadre qui lui est propre et chaque cadre se décline avec sur différents domaines qui est propre à chaque parent. Ou le fait de manger bien assis à sa chaise. Ou manger avec des couverts, par exemple. Aussi, il y a beaucoup de parents qui se mettent une pression pour que dès que l'enfant est en âge de tenir les couverts, mange avec ses couverts. Ou ne sorte pas de table aussi. Alors qu'on sait, par exemple, un jeune enfant de moins de 3-4 ans a du mal à rester assis, parce que ça, c'est pas ergonomique, sa tête est trop grosse par rapport à son corps. Donc du coup, ils vont souvent bouger quand ils sont à table, et c'est naturel. La situation assise sur une chaise est moins ergonomique pour eux que pour nous. Et donc, c'est vrai qu'ils ont tendance à bouger à table. D'ailleurs, mes filles elles le font tout le temps, c'est horripilant, mais je comprends pourquoi. Et beaucoup de parents ont du mal à tolérer ça. Et je comprends aussi pourquoi, parce qu'effectivement, un enfant qui quitte la table tout le temps, il sort du cadre, du coup, fixé par le parent. Exactement. Alors, ce qu'il y a de... Juste sur cet exemple, je vais raconter un peu ma vie, du coup. C'est très rigolo parce que chez nous, ma fille, alors elle mange un certain temps assise à sa chaise, assez rapidement, donc elle a 4 ans, assez rapidement, elle va sûrement se lever ou essayer de venir sur nous ou bouger. Alors nous, on a un cadre, par exemple, sur le repas, c'est que elle peut manger sur nous, éventuellement, ou avec nous, sur nous plutôt, uniquement si nous, on a fini de manger, par exemple. Ah oui. Tout simplement parce qu'en fait, moi, je suis en train de manger, je veux manger tranquillement. Donc, ok, t'as besoin ou t'as envie qu'on mange sur moi, mais ça me dérange pas. Mais par contre, moi, je veux finir de manger tranquillement. Voilà, ça, c'est notre cadre. Ça, c'est votre cadre. Voilà. Oui. Et ce qui est très rigolo aussi, c'est que on a tendance à souvent se mettre la pression et s'inquiéter parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que ça va donner si elle est au restaurant, machin. Et par contre, ma fille ne bouge pas.
quand on mange ailleurs. Alors, elle bouge pas un certain temps aussi. La dernière fois, c'était très rigolo. On était chez mes parents. 45 minutes, elle est restée assise sans broncher. C'est énorme. À 4 ans, c'est énorme. Tu vois, même à 35 ans, c'est énorme. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est vrai que voilà, il y a ce cadre-là. Et après, la question, souvent, qui peut revenir, c'est qu'est-ce qui fait qu'on pose cette limite-là ? C'est quoi l'enjeu sur le cadre ? Mais comme vous le dites, de manière très pertinente, je pense qu'effectivement, les parents ont peur de l'avenir. Et en fait, je connais beaucoup, pour rencontrer énormément de parents qui me disent, voilà, si elle ne sait pas manger avec ses couverts, à l'école, ça va être compliqué. Si elle ne sait pas tenir à table, en société, plus tard, ça va être compliqué. Si elle monte sur une table, là, en table basse, alors qu'elle est dans le salon, plus tard, ça va être compliqué en société. En fait, on a toujours peur, je pense, de l'inadaptation de l'enfant dans un cadre qui est autre que le cadre familial. Mais on oublie une chose hyper importante que vous venez de rappeler, c'est qu'en fait, dans la famille, l'enfant se comporte d'une certaine manière, selon le cadre de la famille, mais l'enfant se comporte très bien aussi selon le cadre d'un autre contexte, en fait. Effectivement, il y a des enfants qui montent chez eux sur le canapé, mais dehors, chez des copains, qui ne le feront pas, parce qu'ils savent que le cadre n'est pas le même. Les enfants sont quand même assez flexibles, malgré tout. Ah, mais tout à fait. Moi, j'avais constaté ça quand ma fille était chez la nounou. Oui, par exemple. Et c'était assez aberrant, d'ailleurs. D'ailleurs, il y avait un truc très énervant en lien avec la bouffe aussi, c'est qu'elle bouffait tout chez la nounou. Tous les légumes, tout machin. Et chez nous, c'était beaucoup plus compliqué. C'est extrêmement désagréable. Voilà, c'était la petite parenthèse. C'est pareil pour les filles. Truc relou. Où on se sent d'ailleurs nul. On se sent complètement nul. On se sent vraiment un parent de merde. C'est clair. Alors que pas du tout. Au moins, on mange des légumes ailleurs. C'est ça. C'était exactement ce que je me disais. C'était OK, c'est bon, ça c'est fait, c'est coché. Donc, le cadre, pour essayer de résumer le propos, va être l'ensemble des limites éducatives sur lesquelles on ne va pas déroger. Oui, complètement, absolument. Et chaque famille a son propre cadre. D'accord. Est-ce qu'on peut aussi se dire que on va avoir un cadre général qui va s'appliquer tout le temps, et de temps en temps, on va aussi ce cadre, il va peut-être évoluer selon l'endroit où on se trouve. Si on fait une sortie, par exemple, je sais pas, moi ma fille, elle peut, généralement quand on se balade dans les bois, par exemple, elle peut bien aller où elle veut, assez loin, tant que je la vois. Si je vais me balader au bord des falaises bretonnes, peut-être que je vais lui dire non, là tu t'éloignes pas de plus de 2-3 mètres de moi, quoi. Ça va être peut-être ça mon cadre. Et oui. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que les études sur l'intelligence et sur le lien entre éducation et intelligence montrent que les meilleurs cadres, et ça c'est intéressant, ce sont les cadres qui sont flexibles. Ça, c'est un cadre qui peut être remodelé selon les circonstances du contexte en question. Donc, par exemple, je sais pas, ça peut être, notre enfant regarde jamais la télé, mais aujourd'hui, c'est son anniversaire, il va regarder un épisode de Peppa Pig, quelque chose que nous détestons. Et en fait, ça, c'est un cadre qui est flexible. Et les meilleurs cadres ne sont pas les cadres qui sont stricts, rigides, tout le temps, contre vents et marées, mais les cadres qui peuvent être flexibilisés selon vraiment les circonstances de l'environnement. Tout à fait. Moi, à titre personnel, c'est ma fille, quand elle a été malade, quand elle a eu le Covid en début d'année, elle était pas bien, ça a été du docteur La Peluche, quoi. C'est du dessin animé. Alors, peut-être pas toute la journée, certes, mais il y en avait un peu tous les jours, un peu tous les jours pendant une semaine. Ouais. Mais ça, c'est OK, en fait. Et, ça n'enlève rien au cadre habituel. J'étais très OK avec ça. Et d'ailleurs, et j'étais très surpris parce qu'en fait, avec ma compagne, on se disait, mon Dieu, mais ça va être l'horreur. Et en fait, ce qui avait de dingue, c'est que ça s'est défait tout seul, quoi. Oui, complètement. Oui. Parce que le cadre habituel était présent, en fait. Ouais, exactement. C'est pour ça, parce que la limite, elle les connaissait. Et donc, je trouve ça très intéressant, en effet, de bien se rappeler qu'on peut avoir un cadre et puis qu'on peut être flexible dessus. Alors après, je savais pas que c'était meilleur, du coup. Mais c'est meilleur en quoi, en fait ? Alors, en fait, c'est meilleur. Alors, les études montrent qu'il y a des corrélations avec la créativité de l'enfant. D'accord. Alors, parce que l'intelligence, c'est quelque chose de très galvaudé, on aimait tout et rien dans ce concept-là. Mais en tout cas, au niveau de la créativité, ça l'améliorait chez l'enfant. En tout cas, ça serait associé sur les plans statistiques. Ouais, parce qu'on peut-être que ça montre que il y a plus de flexibilité de la part de l'adulte. Ouais, ça ouvre le champ des possibles. Ça ouvre le champ des possibles. Ouais. L'enfant est aussi dans une capacité de remise en question. Donc, en tout cas, c'est bénéfique et ça a été bien documenté. Enfin, comme quoi, c'est important que les parents en fait, aussi s'écoutent. Des fois, ils se disent moi, j'ai posé ce cadre-là, cette limite-là, elle est très connue, je ne peux pas y déroger. Si tu peux, en fait. Moi, je compte même pas le nombre de limites connues, en tout cas par on va dire, la généralité des gens qui m'entourent ou de mes parents, par exemple, que je vais atomiser. C'est ça. C'est la vie. Après, il faut chercher aussi ses batailles. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui se prennent la tête au quotidiien avec des limites qu'ils ont fixées, qui veulent absolument faire respecter. Mais en fait, c'est pas grave si on ne respecte pas forcément tout le temps, en fait. Je pense qu'il faut vraiment lâcher prise. Je pense que la meilleure manière, c'est bien démontré, mais la meilleure manière de lutter contre ce surmenage de parents, contre ce burn-out parental, c'est le lâcher prise. C'est déjà de ne pas se mettre une pression de dingue, ne pas être perfectionniste, et puis surtout lâcher prise sur les limites. C'est pas grave si tous les jours l'enfant ne mange pas avec ses couverts, ou c'est pas grave si tous les jours il reste à table 45 minutes. C'est OK. Il va quand même devenir un adulte très bien en société. Tout à fait. On peut espérer. Tout à fait. Mais ça me rappelle beaucoup
cet exemple que donnait André Stern dans l'épisode que j'ai fait avec lui, où il disait c'est dingue la pression qu'on met aux parents là, parce que s'il n'est pas propre à tel âge, s'il n'a pas enlevé ses couches, à 45 ans il va encore les porter. C'est ça. On pense trop à l'avenir en fait, mais les enfants ont vraiment de grandir, vraiment. C'est vrai, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté, du coup, d'un besoin de reconnaissance sociale aussi, de se dire j'ai besoin que les gens adhèrent, en tout cas plutôt d'être reconnus comme dans le cadre des autres, c'est-à-dire que moi, mon enfant, le supermarché, il faut pas qu'il fasse de crise, faut qu'il se tienne bien, faut que machin. Et puis si jamais il fait une crise et que je réagis pas comme la société l'attend, aussi violent que ça puisse être, je vais peut-être aussi me sentir exclu de cette société. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu comme ça ? En fait, c'est marrant parce que le niveau d'éducation entre guillemets de l'enfant ou le niveau de comportement adapté de l'enfant, en fait, est un peu une vitrine du parent. Mais oui. Et ça, c'est notre vitrine. Ça, c'est comme ceux qui vont avoir une Porsche, c'est leur vitrine aussi. Et effectivement, si l'enfant est dégoupé en société, si l'enfant il mange avec ses doigts chez la copine de classe, si l'enfant il grimpe sur le canapé chez la mamie alors qu'elle n'est pas d'accord, ça renvoie une image pourrie du parent et on se sent incompétent et on se sent nul et c'est compliqué. Et c'est là que des conflits aussi un peu transgénérationnels ou alors trans-amis, en fait, inter-amis, vont surgir en disant voilà, mais moi, mon enfant, je l'éduque pas comme ça. Moi, jamais j'autoriserais, par exemple, que mon enfant monte sur la table. Et ça crée des divergences d'opinion et ça crée des conflits aussi. Et c'est vrai que c'est une vitrine. Nos enfants sont nos vitrines. Moi, je crois qu'une vitrine les plus rencontrées, les plus problématiques, c'est le fameux toboggan à l'envers. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce que je me suis pris comme réflexion, moi. Très clairement. Moi, pas plus tard que cette semaine. Hein, donc, c'est vraiment... je trouve que là, il y a un vrai... des fois, j'ai l'impression qu'il y a un vrai enjeu, quoi. Enfin, il y a un vrai enjeu. C'est que c'est mal poli. Moi, j'ai vraiment eu des regards et des remarques en me disant... mais c'est n'importe quoi, c'est pas possible de laisser un enfant monter le toboggan à l'envers. Et en fait, quand je demande souvent, la réponse c'est « mais c'est la règle ». Ah, c'est les règles. Les parents vous disent ça ? Ouais. Mais c'est la règle. Alors, il y a des endroits, en effet, cette règle est écrite, et je suppose que pour différentes raisons. Dans les parcs pour enfants. Là, je pensais à un parc pour enfants d'intérieur, où c'est écrit, et en effet. Oui. Et c'est très rigolo parce que moi, quand on y va avec différentes familles, en fait, quand on le dit pas aux enfants et qu'on les laisse faire, peut-être qu'il y a dû avoir des accidents, je suppose. Mais en fait, nous, on n'a pas constaté. Mais je suppose que la règle est là pour une certaine raison. Mais en fait, moi, c'est vraiment cette réponse de « c'est comme ça ». C'est comme ça. C'est ce conditionnement de pensée de... traditionnelle. C'est comme ça, c'est tout. Le toboggan, ça se monte dans un sens, ça se descend dans l'autre. Parce qu'on l'a pensé comme ça en tant qu'adulte. Exactement. Ouais, tout à fait, parce que l'architecte l'a pensé comme ça. C'est ça. Donc on rend honneur à l'architecte. Je sais pas. Oui, complètement, oui, c'est sûr. Alors en fait, quand on regarde un peu les compétences qui sont mobilisées quand on remonte un toboggan à l'envers sont bien plus importantes que quand on le descend dans la pente. C'est vrai. Et moi aussi, je prends des réflexions régulièrement sur ça au parc. Moi, ma fille, je suis toujours époustouflé de voir la motricité qu'elle a pu acquérir grâce à cette pratique. C'est incroyable. Il faut vraiment l'encourager. Mais oui. On doit faire les doubles pentes. Non, mais pourquoi pas ça peut être ça aussi. C'est content. C'est faire exactement une double pente, une pour la montée, une pour la descente. Mais alors du coup, si les enfants choisissent qu'on a fait, pareil, on se dit il y a un problème de sécurité, mais en fait non, les enfants aussi apprennent à vivre en groupe. Et c'est du chacun son tour. Exactement. Si l'adulte est là, il régule les flux entrées-sorties, ça se passe très bien. Et en crèche aussi, la crèche j'en ai beaucoup aussi. Exactement, l'adulte est là, et puis aussi du coup c'est aussi une occasion d'apprendre à l'enfant à observer qu'il y a un enfant qui est en haut, celui qui est en haut observer qu'il y a un enfant qui est en bas, attendre son tour, machin. C'est très bon parce qu'on trouve l'inhibiteur, on t'avait pas la dernière fois. Exactement, j'allais te dire. Donc c'est parfait. C'est très bien, oui. Il faut juste s'autoriser à le faire en tant que parent. C'est ça. Il faut être assez sûr de soi en tant que parent pour s'autoriser à le faire. Et du coup, il faut briser le cadre social. Et les attentes sociétales qui sont très très fortes pour les parents. Et là, il y a un vrai enjeu quand même. Il y a un vrai enjeu. Avant qu'on parle des outils que vous pourrez évoquer sur le sujet, je voudrais quand même juste refaire un petit cadrage du coup sur l'éducation qu'on appelle l'éducation positive. Quand on écoute certaines personnes spécialistes, on comprend que l'éducation positive, c'est une absence totale de cadre. Voilà, on entend très vite les mots enfant roi, pas de limite, absence totale de cadre. Alors moi, j'ai déjà rappelé que l'éducation positive, selon moi, j'ai rappelé les propos de Marion Querc, qui sont que l'éducation positive ne remet pas en question le cadre, mais remet en question la violence du cadre. Ça c'est ma vision. Mais du coup, est-ce que vous faites le même constat ? Est-ce que vous rencontrez des parents vraiment qui ont compris que l'éducation positive, c'était pas de cadre, quoi. Alors, mais complètement. En fait, la sociologie nous montre qu'il y a 4 grands courants d'éducation, et je pense qu'effectivement, ils sont assez mal connus du grand public, mais aussi de pas mal de spécialistes, peut-être, probablement. Déjà, il y a l'éducation autoritariste, donc là, on n'est pas du tout à l'écoute des besoins de l'enfant, mais on est très à l'écoute du cadre, donc on met l'accent sur le cadre. Il y a l'éducation qu'on appelle l'éducation permissive, où là, on n'a pas de cadre, on est très à l'écoute des envies de l'enfant, et non pas des besoins de l'enfant, c'est encore différent. Il
Il y a l'éducation qu'on a plus désengagée, où là, il n'y a ni cadre, ni écoute des envies de l'enfant. Et l'éducation, on remarque au niveau des recherches, qui donne des meilleurs résultats, entre guillemets, en tout cas qui donne un peu plus d'épanouissement parental du côté du parent et de l'enfant, c'est l'éducation qu'on appelle démocratique. C'est-à-dire qu'on a l'écoute des besoins de l'enfant, et en même temps, on a l'écoute du cadre. Et le cadre est vraiment respecté. Et en fait, il y a une confusion terminologique très importante, pas mal de spécialistes et aussi beaucoup de parents, au niveau du grand public, entre l'éducation démocratique et l'éducation permissive. Et là, après, les parents disent, mais en fait, s'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de limite. En fait, c'est ça, c'est l'éducation positive. En fait, non, pas du tout. L'éducation positive, c'est une éducation démocratique, ou on peut appeler aussi éducation sans violence. Mais le cadre, bien sûr, est très présent. Et qu'est-ce qui peut amener les parents à faire cet amalgame, ou en tout cas cette erreur? Parce que je pense que à appliquer, en fait, et je le dis en toute humilité, parce que moi je suis maman aussi par ailleurs, appliquer une éducation sans violence avec un cadre, donc une éducation démocratique, on a l'écoute de l'enfant, c'est très compliqué. Et c'est très mal démocratisé dans les médias, et c'est un sujet qui est très complexe aussi à traiter, je pense. En fait, c'est beaucoup plus simple, je pense vraiment que c'est beaucoup plus simple quand on veut obtenir quelque chose de son enfant, de lui crier dessus ou de frapper, parce que l'enfant s'active tout de suite et on a un résultat qui est immédiat. À court terme. À court terme, effectivement, à court terme. Donc, je pense qu'il y a une question de facilité aussi. Mais c'est un sujet qui est complexe et qui est assez mal, je pense, démocratisé dans les médias. Et je pense aussi qu'il y a des spécialistes ou des personnes, peut-être aussi, qui vont surfer sur cette confusion terminologique-là aussi, pour imposer leur propre violence éducative. C'est possible aussi, on a de tout en fait dans cet environnement. Tout à fait. Je ressors un peu de votre champ de compétences spécifiques pour amener une petite réflexion politique et sociale. Est-ce que c'est pas non plus aussi dû au fait de notre environnement social où on veut qu'on obéisse aux règles sans jamais les questionner? Alors peut-être aussi, c'est une culture aussi qui est peut-être très française. Ouais. Il y a un aspect culturel très important, mais effectivement, c'est le cas pour les adultes, c'est le cas aussi pour les enfants. Et ça se fait en cascade. Vous avez évoqué la différence entre besoin et envie. Est-ce qu'on peut juste ouvrir cette petite parenthèse pour aiguiller les parents qui nous écoutent? Oui, c'est vrai que c'est des notions qui sont hyper intéressantes et importantes, et en même temps aussi, je pense, assez mal diffusées en termes d'information. En fait, un besoin, on reprend, alors pas la pyramide de Maslow qui n'est pas adaptée à l'enfant, mais les besoins classiques de l'enfant, par exemple, je sais pas, se mouvoir, le besoin d'être respecté, le besoin d'affection, de relation, etc. Et il y a les envies, par exemple, je sais pas, au supermarché, par exemple, l'enfant qui se roule par terre parce qu'il veut une boîte de Smarties. L'envie, ce sera la boîte de Smarties, mais peut-être que le besoin sous-jacent, ça sera juste la glycémie, parce qu'en fait, souvent, on emmène l'enfant au supermarché en fin de matinée ou en fin de journée, ou alors besoin de calme, ou besoin de se retrouver avec l'adulte. Et en fait, souvent, on va dire que l'enfant s'énerve à cause des Smarties, mais pas du tout. C'est juste que les Smarties, c'est un élément qui est déclencheur, donc l'élément qui va venir déclencher la colère, mais à la base, ce sont les besoins satisfaits qui vont venir induire la colère. Il faut vraiment distinguer l'élément déclencheur de l'élément inducteur. Donc en fait, quand ma fille dégoupille au supermarché parce qu'elle veut une boîte de Smarties ou autre chose, je sais que c'est pas la boîte de Smarties qu'elle veut, c'est qu'elle a plein de besoins insatisfaits qui sont dû s'accumuler, créer un niveau de stress important qui est du coup elle est venue après dégoupiller. Et puis en plus, elle se remplit de frustration. Et elle se remplit de frustration, donc elle est de moins en moins flexible, mais comme pour l'adulte. Ouais. Plus on a des besoins satisfaits répétés, besoin de sommeil, besoin de glycémie, besoin de relation, plus après on stresse, moins on est flexible, moins on a la frustration et plus on dégoupille. C'est très intéressant parce que moi, en ce moment, avec ma fille, j'ai souvent des échanges avec elle parce que, par exemple, si on sort une plaque de chocolat, imaginons. Oui. Enfin, imaginons pas, c'est la vérité. Si on sort une plaque de chocolat, elle va avoir tendance à me dire j'ai faim. Et je travaille avec elle sur le fait de dire est-ce que tu as faim ou est-ce que tu as envie de manger un bout de chocolat. Et vraiment, elle est dans ce truc de dire j'ai faim. Mais pourquoi? Parce qu'aussi, elle a enregistré que quand elle dit j'ai faim, généralement, on lui donne à manger. Complètement. Donc voilà. Et c'est rigolo parce que des fois, je joue un peu. Je dis mais si t'as faim, ok, je te refais des pâtes. Non, c'est pas ça. C'est comme pour un adulte. Oui, bien sûr. Exactement. C'est pour l'appétit. Ouais. Tout à fait. Mais du coup, je trouve ça intéressant aussi d'essayer d'amener l'enfant à faire cette différence entre j'ai faim et j'ai envie. Quoi. Même pour nous, adultes. Bien sûr. Il y a plein d'adultes qui n'arriveraient pas à distinguer leurs besoins de leurs envies. Mais c'est justement parce que moi, ça m'a pris énormément de temps. Je sais pas, ça doit faire peut-être... je vais avoir 40 ans, ça fait peut-être 10 ans que j'arrive à maîtriser ça. Moi, à 4 ans, je pense que là... Voilà, donc mais si je peux l'aider plutôt à faire la différence, ça va l'aider. Et c'est vrai que ça permet, parce que ça arrive sur plein de sujets, en effet. Mais je pense qu'en effet, peut-être que dans les patients que vous pouvez rencontrer, c'est peut-être même à l'âge adulte des notions de différencier besoins et envies qui ne sont pas forcément résolues. Quoi. Non, mais l'adulte n'arrive pas c'est très difficile, les adultes. J'ai rencontré peu d'adultes qui arrivent vraiment à distinguer leurs envies de leurs besoins. Leurs envies de leurs bebesoins, pardon. Ouais. Même quand ils ont une émotion, quels besoins sont en jeu. Ça aussi, c'est quelque chose de très difficile pour beaucoup d'adultes. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle aussi le quotient émotionnel, l'intelligence émotionnelle. Il faudra qu'on fasse un épisode là-dessus. Travail d'une vie. Alors, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on fixe un cadre de façon non violente?
Oui, très bon sujet. Voilà. C'est une question qu'on me pose souvent et beaucoup me disent mais est-ce que c'est possible finalement de fixer un cadre sans violence? Et en fait, je réponds mais oui, bien sûr. Mais c'est juste beaucoup plus compliqué de le faire. Ça demande beaucoup plus de créativité, beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de stratégie de la part du parent. C'est ça qui est compliqué en fait. C'est pour ça que des fois, moi je le fais régulièrement, mais je ne le fais pas tout le temps. Parce que des fois je ne peux pas, parce que des fois j'ai pas le temps, parce que des fois je suis fatiguée, parce que des fois je suis en hypoglycémie. Donc je ne poserai pas ce cadre sans violence. Souvent je m'énerve, souvent je précipite mes filles et c'est la vie en fait. Mais c'est juste qu'effectivement dans l'éducation démocratique, qu'on peut appeler positive, c'est un terme que j'aime pas trop, l'idée en fait serait le plus régulièrement possible de fixer ce cadre sans violence. Donc maintenant comment le faire? Et en fait, c'est assez simple. Par exemple, on va prendre une situation du quotidien. Le mieux, c'est de prendre un contexte, un cas un peu concret. Est-ce que vous avez un cas concret Moi, j'ai un cas concret que je pense tous les parents connaissent. Il faut partir pour aller à l'école, à une activité, à un rendez-vous médical. L'enfant ne veut pas s'habiller ou mettre ses chaussures. Hyper compliqué. Voilà. Effectivement. En plus, quand on a le timing qui arrive, en plus, là, on est pris par le temps. Exactement. En fait, le problème, c'est que c'est un bon exemple, un contre-exemple en même temps. Le problème, c'est qu'en fait, dans l'éducation démocratique, le problème, c'est que ça demande plus de temps, plus d'énergie. Elle n'est pas toujours applicable quand on est pris par le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Le mieux, c'est d'anticiper. Enfin, soit déjà, on anticipe. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui me disent effectivement le matin on n'a pas le temps, il faut l'habiller, il faut partir, on en est toujours en retard, donc je crie, je cours après. Déjà c'est anticiper, prévoir peut-être plus de timing pendant que l'enfant va mettre ses chaussures, s'habiller tout seul, parce que souvent beaucoup d'enfants vont s'habiller tout seuls, donc du coup prévoir déjà un temps supplémentaire. Donc déjà c'est l'anticipation. L'anticipation c'est une des clés, je trouve, ce que j'utilise beaucoup moi en tant que maman, j'essaye le plus possible, de l'éducation démocratique. Est-ce que du coup, dans cette anticipation, on ne peut pas aussi ritualiser avec des routines, avec des choses comme ça? Ça, en fait, c'est le deuxième temps, effectivement. Ritualiser et faire en sorte que le contexte soit le plus facile, le plus fluide possible pour l'enfant sur le moment. Donc, effectivement, si on sait que l'habillage le matin peut être compliqué, on peut mettre en place un ensemble de routines que l'enfant va bien connaître, qui va rendre son environnement très prévisible et du coup, éviter peut-être des rapports de force le matin qui auraient lieu au moment donné où l'enfant ne veut pas mettre ses chaussures. Ça peut être aussi le fait de missionner l'enfant, je sais pas, de dire, ça peut être sous forme ludique, par exemple, tu mets tes chaussures, regarde, on va mettre les chaussures tous les deux, le premier qui a réussi, c'est celui qui va à la porte et il a gagné, par exemple. Donc, sous forme de challenge aussi, pour stimuler un peu le système motivationnel de l'enfant. Il y a vraiment pas mal d'axes à trouver pour éviter le rapport de force. Mais des fois, on a foiré l'anticipation et ça m'arrive hyper souvent. On a foiré les rituels, c'est un moment qui est compliqué pour X raisons. On est là. On n'a plus que 2 minutes pour sortir de la maison et il y a l'école qui va fermer les portes dans 3 minutes. On est en pagaille, on est en niveau de stress important. À ce moment-là, c'est le moment le plus compliqué que laissent toutes les familles qui n'ont pas forcément fait le travail en amont. Et qu'est-ce qu'on fait ? C'est là que c'est plus compliqué finalement. Parce qu'on pourrait dire, voilà, tu mets tes chaussures. Alors soit on va pas forcer l'enfant, mais soit on l'accompagne à la mise de chaussures et après il va se mettre en colère. Et dans tous les cas, quand on pose la limite et on dit, voilà, c'est fini, tu joues plus, on sort tout de suite, on pose les limites, on peut le faire. C'est juste qu'en fait, contrairement à l'éducation autoritariste, on ne va pas en vouloir à l'enfant de se mettre en colère, on ne va pas frapper l'enfant parce qu'il se met en colère, on ne va pas lui crier dessus parce qu'il se met en colère. La colère de l'enfant qu'on a suscitée par la frustration, qui est normale, c'est la vie, on l'accompagne et on l'accepte. C'est juste ça, en fait, la grande différence. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme par exemple un enfant, je sais pas, qui... mes filles, elles sont en ce moment dans une phase de... Elles veulent toujours manger des raisins secs tout le temps. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas le pire, mais n'empêche qu'au bout d'un moment, je limite quand même un petit peu. Et au bout d'un moment, je dis, voilà, les raisins secs, là, c'est fini. Elle crie, elle pleure, mais c'est OK, en fait. J'ai posé un cadre, j'étais frustrée, elle pleure, je vais pas en vouloir de pleurer, donc je prends dans les bras, je dis, OK, bah là, écoute, t'es en colère, t'es pas contente, on verra tout à l'heure. Mais c'est juste que la colère, je leur en veux pas d'être en colère. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Tout à fait. Alors, est-ce que ça aussi, ça invoque pas quand même chez le parent une certaine paix avec ses propres émotions aussi ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que par exemple, si j'ai l'impression que mon enfant crie, ça peut réveiller chez moi ce que moi j'ai connu étant enfant. Oui. Ça peut réveiller plein d'émotions quand même de mon passé, mais aussi peut-être avoir l'impression que là ça va pas, que moi on n'a pas à me parler comme ça, qu'on n'a pas à me crier dessus. C'est ça. Ouais. C'est ça aussi qui peut être C'est ce que beaucoup enjeu, d'adultes pensent en fait. En fait, ils pensent que quand l'enfant crie, il leur crie dessus. Ouais. Vous voyez, il s'approprie en fait les cris de l'enfant. Il voit ça comme un manque de respect. Mais ça n'a rien à voir avec le respect. C'est tellement différent le respect. Il voit ça comme un manque d'amour, comme un manque de respect, un manque d'estime pour le parent. Non, c'est juste que l'enfant en fait, il a un besoin satisfait sur le moment où il a une frustration, de manière légitime ou pas, on s'en fiche. C'est une frustration, elle est là, elle est OK, c'est la vie. L'enfant réagit, c'est tout. On accueille ça et puis hop, 2 minutes plus tard, on passe à autre chose. Moi, je sais que c'est dans une situation comme ça que ma fille m'a dit pour la première fois, papa, je t'aime pas. Ouais, oui. Et puis les parents ont peur de pas être aimés aussi. Et ça pique. Moi oui. Ça m'a piqué la première fois, bien entendu. Et la réponse a été, écoute, même quand tu m'aimes pas, moi je t'aime. Voilà, juste pour... Oui. Après, le mot amour, chez un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est pas la même signification que pour l'adulte.
En fait, faut pas braquer, en fait. Petite parenthèse, le mot amour, c'est quand même un mot ultra chiant dans notre langue. Oui, non mais oui, parce qu'on le met derrière l'amour romantique, l'amour filial, enfin voilà. Non mais oui. C'est quand même un mot ultra chiant. Et pour nous, c'est un mot qui est très fort, mais pour les enfants, ça n'a pas la même signification, la même symbolique aussi. Exactement. Autre cas pratique, allez, tiens, la crise au supermarché du coup. Mon enfant pète un câble. Est-ce que je dois lui faire un câlin, lui dire et attendre que ça passe? Est-ce que je dois lui dire t'as intérêt à arrêter ta crise, sinon tu vas voir ce qui va se passer à la maison? Est-ce qu'il faut que j'en tire une devant tout le monde? Bon, évidemment, il y a des réponses qui sont. Ça, c'est le cas pratique, la question que me pose 9 journalistes sur 10 peut-être. Allez. Alors en fait c'est les cas pratiques qui rencontrent beaucoup de parents. D'ailleurs, je préconise le drive pour ceux qui trouvent que la vie est trop courte, c'est beaucoup plus simple. Alors déjà, il faut juste remettre un petit peu le supermarché dans un contexte sensoriel. Pour un enfant, pour un adulte déjà, mais pour un enfant, un supermarché, c'est une bombe sensorielle. Il y a des jeux de lumière, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de fatigabilité visuelle aussi, auditive, il y a beaucoup de passages, beaucoup de gens qui bousculent, qui poussent. Il y a énormément de frustration aussi, dans le sens où l'enfant veut des paquets de bonbons qui sont à sa hauteur, qui font du bruit qu'il ne peut pas avoir. Donc, en tout cas, à la base, le supermarché, c'est un lieu de surstimulation sensorielle et de frustration pour l'enfant. Si on emmène en plus son enfant au supermarché quand il est fatigué, genre déjà il a un kilo de stress dans la tête, et en plus quand il a faim, ce qu'on fait tous en fait, souvent c'est on va faire les courses pas le matin à 9h, on y va quand on a un petit peu faim vers 11h30 midi, ou alors vers 18h après la journée de travail. Là en fait, en allant au supermarché à cette heure-là, dans ce contexte-là, c'est pas qu'on se tire une balle dans le pied, mais c'est juste qu'on y va un petit peu avec un gros sac à dos sur le dos. Nous-mêmes en tant qu'adultes, parce qu'on est fatigués, pour nous aussi ça nous surcharge de sensations, le supermarché, et aussi chez l'enfant. Donc forcément, si l'enfant au bout d'un moment on fait les courses, il y a plein d'interdits, il faut qu'il mette à mal son contrôle inhibiteur sans arrêt. En fait, il faut qu'il le mobilise. Pas toujours en capacité de le faire. C'est un peu plus compliqué pour lui quand ils sont plus jeunes. On augmente le niveau de frustration, de stress, de vigilance, d'inconfort de l'enfant. Et donc aussi de l'adulte. Donc déjà, le contexte étant posé, au bout d'un moment, avec toutes ces frustrations, tout ce contexte sensoriel qui s'accumule, l'enfant jette son dévolu sur un paquet de je ne sais quoi de gâteaux. Le parent dit non parce qu'effectivement c'est pas l'heure de manger des gâteaux, parce que non, c'est pas l'enfant décidé, parce que là c'était pas le lieu d'acheter ce paquet de gâteaux. Il dit non. L'enfant, il a déjà un background énorme au niveau du stress. Il y a un niveau de cortisolémie qui est extrêmement augmenté, plus que si c'était à la maison. Le même nom, à la maison, il l'aurait supporté, peut-être. Au supermarché, il ne le supporte pas, parce que le contexte est défavorable. Donc, là, il explose. Déjà, quand on voit un petit peu tout le background, on se dit, l'enfant, il y a peut-être des raisons d'exploser. Mais en plus, le pire, c'est qu'à ce moment-là, dans le supermarché, le parent, il n'est pas seul. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes qui le regardent, en train de juger son éducation. Exactement. Donc pression sociale, hyper anxiogène, je l'ai vécu, c'est affreux. Donc le stress du parent augmente, donc il est beaucoup plus impulsif, il est beaucoup moins à l'écoute de soi-même et de l'autre. Le stress de l'enfant augmente aussi, il y a quand même une phénomène de contamination un peu émotionnelle. Donc là, les deux partenaires sont à niveau de stress maximum. On arrive beaucoup moins bien à gérer le stress de son enfant au supermarché qu'on le ferait dehors sur le parking ou qu'on le ferait chez soi. Donc moi, ce que je préconise, ce que je fais en tout cas en tant que maman qui galère comme les autres parents, quand ça arrive, si l'une de mes filles dégoupille dans un lieu public, ce supermarché ou autre, je vais pas la frapper, je vais pas lui en vouloir, même si intérieurement je me dis mais pourquoi maintenant? Je peux pas attendre un quart d'heure. Je prends mon enfant, je pose les courses et je m'en vais. Moi, j'arrive pas, après c'est parce que moi je suis trop vulnérable, mais je n'arrive pas à gérer l'émotion d'un enfant et mon propre stress devant un regard social aussi oppressant. J'ai besoin de prendre de la distance et généralement sur le parking, là où il y a de l'air, là où je suis seule avec ma fille, j'arrive à ça redescendre très très rapidement finalement. Donc pour moi, c'est prendre la distance avec les partenaires sociaux qui nous jugent beaucoup et qu'on sent ce jugement. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Alors moi du coup j'ai une autre pratique, ouais. Mais qui est dans l'anticipation aussi un petit peu. Aussi, voilà. Alors déjà, en effet comme vous le dites, moi j'essaie d'éviter les courses, mais parce que mon mode de vie me le permet, au moment où j'ai faim. Et c'est même pas pour ma fille, c'est parce que sinon moi j'achète un gros paquet de conneries. En fait, quand j'ai faim et que je passe dans un truc qui me donne envie, je l'achète. Tout est pensé pour ça. Voilà, exactement. Et du coup je me retrouve en plus à dépenser de l'argent d'une manière totalement non cohérente avec mon mode de vie. Par contre j'ai remarqué un truc, c'est que à partir du moment où je vais m'accorder un maximum, du temps dans ces courses, et des fois pas forcément beaucoup plus, mais juste un petit laps de temps pour par exemple jouer à cache-cache à un moment dans un rayon avec ma fille. Elle adore s'asseoir par exemple dessous le caddie là où on peut poser les gros sacs ou s'accrocher au caddie sur le côté. Oui. Voilà, quand je prends du temps un petit peu comme ça, un peu ludique, déjà elle est pas en train de regarder les paquets de bonbons, et deux, je me dis que ça la recharge en fait quelque part, et que la frustration qui va peut-être venir à la fin, elle va peut-être mieux l'accueillir.
C'est l'anticipation. Voilà. Exactement. Et se dire, voilà, c'est qu'à un moment, on peut aussi se rendre tout agréable. Et souvent, en plus, ce qui est de rigolo, alors bien sûr qu'on nous regarde aussi très bizarrement des fois dans le magasin, hein, je vous le cache pas. C'est Ghost Papa qui est en train de jouer à cache-cache au rayon, je sais pas, café, thé. C'est n'importe quoi. Quel laxisme. Exactement, quel laxisme, c'est incroyable. Et en attendant, je me tape jamais de crise. C'est ça, oui, parce que vous anticipez. Vraiment jamais. Ouais. Alors après, je tiens juste à repréciser un peu quand même le fait qu'il y a aussi un contexte social, culturel et socio-économique dans notre propos. Tout ce que je viens de dire par rapport au fait de faire les courses à la bonne heure, ça reste de l'ordre de la préconisation. Bien évidemment que quand on travaille de 8h à 19h et que nos créneaux de courses, on les fait quand on peut. Mais c'est très compliqué, oui. Justement, là, on peut intervenir sur le fameux lâcher-prise que vous évoquiez. C'est qu'à un moment, ça ne fait pas de vous ou de nous de bons ou de mauvais parents. C'est juste qu'en fait, on a aussi un contexte de vie et que il faut réussir à s'adapter à ça, quoi. Complètement. Ça, je trouve que le drive, quand même, c'est une super grave. C'est une super nouvelle. Le drive, c'est vrai que c'est une bonne option sur ce sujet-là, quoi. C'est vrai. On peut faire les courses ce soir tranquille en regardant sa série. C'est royal. Non, mais c'est vrai. Et ça, par exemple, c'est une vraie bonne option, pour les adultes. C'est une vraie bonne option qui permet de s'éviter ces problématiques-là. C'est clair, la vie est trop courte, faut y aller, quoi. C'est comme qu'on va dans des trucs genre Cultura. Cultura, par contre, c'est beaucoup plus dur. Cultura, c'est dur. C'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge. Là, c'est très dur. C'est Cultura, Fnac, ce sont vraiment des endroits où c'est très très difficile, quoi. Je trouve de dire non. Moi, je sais que je me prévois toujours un petit budget 3-4 euros pour acheter on sort pauvre du Cultura. Ouais, c'est ça, c'est pour acheter un petit livre, un petit truc, parce que voilà. Tout est hyper c'est vraiment hyper très agréable, compliqué. En plus, Moi, j'ai un autre exemple aussi par rapport au cadre, un exemple qui est assez connu, c'est celui du lavage de nez. Ouais. Parce que souvent, moi je l'évoquais en début d'épisode, mon cadre c'est la santé, la sécurité et le respect d'autrui, et souvent le lavage de nez. Alors, moi je lave le nez de ma fille. Voilà, depuis qu'elle est toute petite. La première fois, ça a été une horreur. Elle avait quelques mois, c'était à la pipette. C'était une horreur. Je suis ressorti de la chambre en pleurant parce que je me trouvais vraiment. Je pensais que j'étais en train de la torturer, quoi. Mais j'étais en train de l'obscéner. Et je pense que ce sont des choses qu'il faut faire. Ça tient de la responsabilité parentale, ce que moi j'appelle la responsabilité parentale, parce que il faut, selon moi, alors j'ai dit il faut, mais tant pis. Je prends le risque. Il faut, selon moi, aussi préserver l'enfant des complications que peuvent entraîner des voies ORL bouchées, infectieuses. On est d'accord. Physique. Oui, sa santé. C'est important. Et pourtant, on m'a déjà interpellé sur les réseaux en disant que c'était d'une violence extrême, que c'était une violence éducative extrême de le faire sans son consentement, et qu'en plus c'était extrêmement violent. Violence éducative ou violence tout court? Violence éducative. Enfin, on a utilisé le mot VO en l'occurrence. Ah ouais, d'accord. D'accord. C'est surprenant. C'est surprenant. En fait, toute une balance bénéfice-risque. Hein. Enfin, effectivement, je pense que la santé de l'enfant des voies RL prime. Et on a tous connu ça. Enfin, moi la première, des enfants qui se débattent. Effectivement, on est violent sur le moment. Enfin, c'était des gestes qui sont très violents. Des fois, on se met à 4 pattes sur eux. Des fois, c'est comme pour mettre des gouttes pour les chauffe-talmo. Enfin, à fond d'œil, c'est extrêmement violent aussi. Mais c'est une nécessité. Du moment qu'il y a une nécessité, du moment qu'il y a une raison légitime, valable, objectivement. À mon sens, il faut le faire, à mon sens. Mais après, c'est vrai que je pense que beaucoup peuvent critiquer le geste, mais il n'y a pas le choix, en fait. En fait, je vais dire 2 choses. La première chose, c'est... Moi, je pense que le geste a une intention et un contexte. Oui, complètement. Je vais donner un exemple très simple. Si je chope ma fille par le bras violemment, fortement, en la tirant vers moi, sans aucune raison apparente, c'est quand même violent. Ouais. Si je fais exactement le même geste, mais parce qu'elle est sur la route et qu'il y a une bagnole qui arrive, complètement. Je trouve que c'est absolument pas violent. Complètement. Voilà. C'est le contexte. C'est la sécurité. On est dans un cadre de sécurité. Ah ouais, tout à fait. Et je pense que tenir des propos comme ça en enlevant l'intention et le contexte, c'est toujours très compliqué. Concernant le lavage de nez, je vais raconter un peu ma vie, juste peut-être pour dire aux parents comment ça se passe chez moi. Moi, la grande différence que je vois entre ce que je peux faire ou pas faire, c'est que, là, le cadre, c'est qu'elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Et souvent, ce que j'ai essayé de lui expliquer maintenant qu'elle comprend un peu plus, c'est de lui dire, t'as pas le choix de si ça va se passer ou pas, mais tu peux avoir le choix du comment. Oui. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, nous, on a une pratique, elle le fait au-dessus de l'évier, sur sa tour. Voilà, les plus grandes, c'est pour les bébés que c'est très compliqué. C'est ça, les bébés. Les 0-2 ans, c'est. Les bébés, c'est compliqué, quoi. Après, la seringue avec embout souple aide beaucoup plus que des pipettes. Complètement. Ça aussi, c'est un vrai outil. C'est connaître les outils, les ustensiles qui existent, ça peut permettre aussi plus acteur aussi, mais d'avoir un cadre non violent. Mais la grande différence, surtout, donc, c'est alors.
comment est-ce que je pose la limite quand elle n'a pas envie de laver le nez quand même? Souvent, je lui explique, écoute ma chérie, ça va se passer. Si j'ai un peu de temps devant moi et qu'elle me dit, mais attends, je veux faire ça avant, ok, tu fais ça avant. Ça va durer 5-10 minutes. Et après, je lui dis, écoute ma chérie, à un moment, je vais compter jusqu'à 5. Et à 5, c'est pas une menace, hein. C'est juste qu'à 5, ça va se produire. Et donc, je compte. Alors, généralement, elle y va, mais des fois, elle y va pas. Et en fait, du coup, c'est là où je pense qu'il y a la grande différence qui se fait entre la violence qu'on peut mettre dans l'intention ou pas. C'est que je l'ai contre moi. Ok, je peux la contraindre physiquement, ça peut être une violence, mais je suis pas en train de lui dire mais tu me fais chier, mais arrête de te débattre, mais tu es casse-couille. En fait, vous l'en voulez pas. Non, je n'en veux pas. Vouloir, je comprends. Après, moi, je me lave le nez personnellement. Je sais très bien ce que ça implique ou pas comme sensation. Comme un confort, pareil, il y a plein de tips aussi sur le lavage de nez. On peut tiédir l'eau, par exemple, avant de le faire. Parce que moi, comme je me lave le nez, je vois bien que l'eau froide, c'est beaucoup moins agréable que l'eau à température corporelle. Je vous le dis tout de suite, si vous nous écoutez et que vous galérez, essayez de le tiédir à température du corps. Vous allez voir, ça va grandement faciliter. Mais en fait, pour moi, c'est ça en fait qui change. C'est que je suis pas en train de lui dire mais c'est bon, laisse-toi faire. Je suis en train de dire écoute, je comprends que c'est pas marrant. Je comprends que ça t'embête, mais il faut le faire. Ah oui, l'intention est complètement différente, complètement. Vous voyez ? Oui. Et je pense que là, c'est un vrai cas important. Bon, après, des cas, on pourra en avoir plein. Je vous invite à réagir en audio via le lien de la plateforme SpeakPipe qui sera disponible en description de l'épisode. Vous pouvez réagir, argumenter, dire si vous êtes d'accord, pas d'accord. Poser aussi peut-être vos cas personnels auxquels on pourra réfléchir tous ensemble. N'hésitez pas, ce sera disponible. On va s'arrêter là, nous, pour les exemples de cas pratiques, parce que sinon, on va faire 15 épisodes dessus. Par contre, on va voir qu'est-ce que c'est la violence ou pas. Ouais. Quel acte est violent ou quel acte ne l'est pas. Exactement. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup de désinformations sur le sujet. Alors, allez-y. Par exemple, j'ai entendu des fois des familles où j'ai vu dans les médias que contredire l'enfant, c'était une violence éducative. Qu'obliger l'enfant à faire telle ou telle action, c'était une violence éducative. Et que ça abîmait aussi le cerveau de l'enfant. En fait, il y a deux confusions. C'est-à-dire déjà, qu'est-ce qu'une violence, qu'est-ce qui n'est pas une violence. En crèche, pour avoir été longtemps en crèche aussi auprès des parents, des familles, des enfants, on disait, c'est vraiment quelque chose qu'on rencontre très souvent en crèche, que racler la bouche de l'enfant avec une cuillère parce qu'il avait de la purée autour de la bouche, c'était une violence, ou plutôt une douce violence. Bon, pareil, il y a le mot violence qui est dedans. Que parler au-dessus de la tête des enfants alors qu'ils sont à côté, on parle de notre week-end à Ibiza alors que les enfants sont à côté, c'est une violence aussi, une douce violence. À mon sens, je trouve qu'on a tendance à couper les cheveux en 4 et à perdre en spontanéité et à mettre tout sous l'égide un peu de la violence. Pour moi, ça n'en est pas. Racler la bouche de l'enfant, c'est pas une violence. Enfin, sauf si effectivement on est en mode automatique, on a rien à cirer, on regarde son portable et je sais pas, on fait une claque tous les 2 cuillères. Mais à la base, enfin moi, je fais tout le temps avec ma fille. Elle est à côté de la bouche de la purée. On va pas laisser la purée. Bien sûr, on lui racle la bouche avec une cuillère. Pour moi, c'est pas un acte violent du tout si l'intention est bienveillante à la base. Mais au fur et à mesure, dans la petite enfance et aussi dans la parentalité, on a eu tendance à couper les cheveux en 4, à mettre de la violence partout, à mettre une chape de culpabilité très forte sur les parents et du coup je pense à augmenter leur niveau de perfectionnisme qui n'a vraiment, à mon sens, qui n'a pas du tout lieu d'être. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça, et en plus, moi, il y a ça. Il y a ce point-là où, par exemple, le fait de parler de son week-end autour de l'enfant, moi, je trouve que c'est au contraire très sain parce que on apprend l'enfant à sociabiliser. C'est la vie, c'est la vie. En revanche, en effet, moi, je questionne le fait, par exemple, de parler de l'enfant devant lui sans le laisser interagir. Oui, voilà. Et surtout sur mauvais terme, si on le critique, voilà, aussi, on critique ses parents. Exactement. Bien Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'interpelle plus. Mais en effet, sinon, en sociabilisant, en interagissant entre nous devant l'enfant, on lui transmet les codes aussi. Mais en fait, c'est juste la vie. En fait, on plonge l'enfant dans un environnement qui est social, qui est fluide. Et pour moi, c'est pas la violence. On a vraiment, vraiment perdu en spontanéité. On a multiplié les interdits, et chez les professionnels, et chez les parents, pour des mauvaises raisons. Et là, vous touchez un point qui est en effet, je pense, important, c'est que on est quand même en France, dans un pays où, malgré la loi, la claque et la fessée sont quand même encore monnaie courante, et sont même assez régulièrement défendues par bien des gens, y compris dans de très grands médias, et y compris par des gens qui ont une très grande visibilité. Donc, en fait, si vous voulez, moi... C'est préoccupant. Si notre seul débat c'était discuter au-dessus de l'enfant ou racler la bouche de l'enfant, mais je serais ravi. La société irait bien. Je serais ravi, vraiment. Je pense que tout ça, ce sont des sujets. C'est des non-sujets. Mais c'est ça, ce sont des non-sujets. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est justement le propos que vous teniez, c'est comment est-ce qu'on fait pour essayer de, alors non pas de maîtriser, mais essayer d'améliorer son rapport à la frustration, à l'accompagnement de la frustration, à sa propre frustration intérieure aussi, complètement, pour justement essayer d'éviter ces moments où on peut dégoupiller.
voilà, où on peut dégoupiller. Et il y a aussi ce moment où, vous l'avez signalé quand même, vous l'avez souligné plusieurs fois dans l'épisode, mais il y a aussi ce moment où on ne va pas réussir à être dans ce cadre non violent et démocratique et positif, où on va, par manque de temps, par excès de stress, parce qu'on n'a pas bien dormi, parce qu'on a faim, parce que pour plein de raisons. On a d'autres soucis, on a d'autres problèmes, oui. Et des fois, on va pas y être. Et alors, du coup, ça se répare aussi. Alors, ça se répare. En fait, c'est juste que ce qui est intéressant de voir, c'est que les violences éducatives, c'est que j'insiste beaucoup sur ce point-là, elles sont nocives quand elles sont répétées, quand elles font partie d'une éducation. Par exemple, si à la base... Quand c'est le système de base, quoi. Système de base. Genre, si à la base, notre système dominant d'éducation, c'est l'éducation démocratique, effectivement, et on dégoupille régulièrement, mais anecdotiquement, c'est OK, ça va pas abîmer l'enfant, ça va créer des problématiques sur du long terme. En fait, les violences éducatives ordinaires deviennent vraiment préjudiciables quand elles sont trop répétées, quand c'est l'habitude en fait, quand elles sont habituelles. Donc, je pense que aussi beaucoup de parents n'ont pas assez cette subtilité. D'ailleurs, c'est dommage parce que ça pourrait les aider aussi. De dire, voilà, il y a des parents qui me disent, oui, j'ai créé sur mon enfant, j'ai abîmé le cerveau, j'ai grillé ses neurones, il est foutu, ou presque. C'est presque ce que j'entends. Et ça, j'entends toute la journée. Et je dis, mais non, mais c'est pas grave. Moi aussi, j'ai créé sur mes enfants. Et moi aussi, je les ai bousculés. Moi aussi, j'étais énervée. Moi aussi, je les ai contredits avec violence. Parce que des fois, j'en peux plus. Mais ça, c'est OK, c'est la vie. Quand ça arrive, moi, quand je me sens nulle, ce qui arrive dans la vie régulièrement, je m'excuse. Si je peux, et après je passe à autre chose. Mais c'est quelque chose de naturel qui fait partie de la relation humaine. L'idée, le tout, si on peut, c'est reprendre ça avec l'enfant après, de dire voilà, là, franchement, j'aurais pas dû faire ça, je suis désolée, j'étais nulle, j'étais en colère, etc. Mais c'est OK, ça arrive. Moi, j'ai une pratique qui est la mienne, qui est une sorte de dérivée de la CNV, où généralement, bon, déjà je me calme, mais moi j'ai la chance d'arriver à me calmer assez vite. Généralement, ce que j'explique, c'est écoute, il s'est passé ça, j'ai ressenti ça. Je me suis comporté comme ça et j'aurais préféré me comporter comme ça. Et souvent, ça surprend les gens parce que je ne m'excuse pas forcément. Et je leur explique que les excuses, il faut aussi que ça ait un sens. Et que malheureusement, des fois, souvent, on va s'excuser pour déposer gentiment sa culpabilité dans un coin. Ça peut aussi être une manière de voir les choses. Et que ça n'a pas forcément de sens. Moi, je suis à l'aise avec ma culpabilité, personnellement. Et que je vais m'excuser surtout quand je vois que l'émotion chez l'autre ne passe pas, par exemple. Oui, complètement. Parce que bien souvent, ma fille, en fait, une fois que je lui explique comme je viens de le faire, elle fait OK, très bien. Et elle passe à autre chose, en fait. Mais la base de CNV, CNV pour dire aux gens, c'est la communication non violente. Oui, pardon, tout à fait. C'est une très belle manière de réagir. Et donc, moi, c'est ma petite adaptation personnelle. Oui, complètement. Et ça amène des résultats assez intéressants. Ah oui, tout à fait. J'ai une dernière question quand même pour aller sur un sujet qui fait débat. Encore un. Encore un. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup dans ce domaine. Voilà. Le Conseil de l'Europe, qui a donné une définition d'éducation positive, il recommande aussi, et il n'est pas le seul, il y a aussi d'autres spécialistes de l'éducation qui le revendiquent comme un outil, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle le time out comme une méthode et une punition, je mets des guillemets, une punition non violente. Et c'est aussi décrit dans les documents du Conseil de l'Europe comme étant une méthode visant à l'obéissance de l'enfant. Oui. Quel est votre avis, vous, sur ce type de méthode ? Alors en fait pour moi, donc le time out, pour dire un petit peu oui, vous pouvez le définir tout à fait. Peut-être c'est vraiment le fait d'exclure l'enfant et de lui demander de rester dans sa chambre, dans un lieu autre, parce qu'il a eu un comportement inadapté, que le parent a jugé inadapté. L'idée, c'est en effet d'exclure l'enfant pendant un temps donné parce qu'il y a un comportement qui est inadapté, on ne veut pas reproduire que le comportement se reproduise, et donc on va exclure l'enfant. On ne parle pas d'une exclusion au coin sans rien avec juste le mur à regarder, mais dans sa chambre avec ses jouets, en tout cas hors du temps collectif. C'est tel que c'est décrit et préconisé. Oui. Et si le comportement continue de se répéter, on va augmenter le temps d'exclusion. Si l'enfant refuse la punition, on va augmenter le temps d'exclusion. Et par contre, il est bien aussi expliqué qu'on parle du comportement et qu'on ne dit pas à l'enfant tu es ceci, tu es comme ça, voilà. Alors en fait, je pense déjà c'est un outil pour moi d'éducation qui relève de l'autoritarisme. Effectivement, comme vous le dites très bien, ça amène l'obéissance de l'enfant, on a une dynamique quand même qui est pyramidale en termes de hiérarchie entre le parent et l'enfant. Donc pour moi, on n'est pas du tout dans l'éducation démocratique, on est vraiment dans l'éducation autoritariste. Après, effectivement, aujourd'hui, le Conseil de l'Europe le préconise, en tout cas l'accepte. Peut-être pas pour toujours, peut-être, je pense que ça sera temporaire, ça va être revu avec toutes les avancées aussi des recherches sur la question depuis le temps, mais c'est absolument pas un outil que je recommande, pas du tout. En fait, après, si jamais le parent déborde, si jamais le parent est excédé, s'il menace de frapper son enfant, de lui faire du mal plus que ça, effectivement, l'exclusion
En tout cas, c'est ou c'est le parent qui part ou c'est l'enfant qui part, mais il faut qu'il y ait une distance physique entre l'enfant et l'adulte. C'est salvateur. C'est une balance bénéfice-risque là qui est respectée. Mais si c'est vu comme un outil d'éducation au jour le jour, qu'on applique tout le temps habituellement dès que l'enfant a un comportement inadapté, pour moi, on est dans l'autoritarisme. C'est un grand paradoxe. C'est ça que je pense que la Conseil de l'Europe ne conservera pas longtemps, cette préconisation. C'est vrai que ça date de 2006, l'édition de ce document. Belle lurette, et bien avant la loi 2019 aussi. Mais en effet, alors, je trouve ça très intéressant, je vous remercie de l'avoir dit, de rappeler aussi qu'on est quand même dans un contexte de violence éducative en France qui reste très fréquente et souvent physique et assez extrême, on pourrait utiliser ce mot-là. Et que moi, c'est vrai que ce sont des débats où je me dis, mais à quel moment on se dit que le débat est là ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même des milliers d'enfants chaque jour qui sont frappés, qui sont extrêmement humiliés, qui sont et surtout en France. Et rappelons les chiffres qu'avait évoqué Adrien Taquet quand il était encore en poste. Un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. Et sachant que la Fondation pour l'enfance a jugé que ce chiffre-là était très sous-estimé. Pour moi, le sujet, il est là en fait, en priorité. Si on n'avait que cette question-là, je sais que je me répète du coup, mais si on n'avait que la question de time-out ou pas time-out à se poser, mais je serais encore une fois ravi. Ce serait facile. Mais vraiment, je serais ravi. Ouais. Vraiment, je serais ravi de la situation, de l'évolution de la situation de l'enfance dans le pays, quoi. Mais c'est pas le cas. Absolument pas. Après, en effet, je suis aussi ravi de vous entendre dire que le parent qui craque et qui sent qu'il va en coller une, vaut peut-être mieux utiliser cette méthode-là plutôt que de lui en coller une. Ça, on est d'accord. Ou le mieux, en fait, c'est que le parent quitte la pièce. Tout à fait. Moi, souvent, je quitte la pièce quand j'en ai marre, en fait. Si on peut. Oui, mais voilà, c'est si on peut aussi. Si on peut. En tout cas, il faut une distance physique. On est tous clairs avec ça. Voilà, tout à fait. Et c'est comme, par exemple, on dit toujours, il faut répondre aux pleurs des bébés. Bien sûr. Mais ça, c'est l'idéal. Mais dans la vraie vie, quand on n'en peut plus, on pose l'enfant, distance physique, on va ailleurs. Parce qu'il y a un risque de maltraitance physique. Exactement. Il est là, le risque. J'ai une anecdote là-dessus. C'est la première fois où ma compagne, en fait, a repris le travail. Donc, j'étais encore en congé parental, donc j'étais seul avec ma fille. Elle avait 2 mois et demi. Et donc... grosse crise, quoi. Grosse crise, franchement, plusieurs très grosses crises toute la journée, où j'avais beau donner du lait, jouer du pot à pot, tout ce qu'on veut. C'était très compliqué. Ouais. Et je savais, au fond de moi, que je me disais, en fait, elle sait pas où est sa maman, elle pleure pour dire où est maman, sûrement quelque chose comme ça. Et moi, je me sentais petit à petit, je me sentais de plus en plus à me dire, mais j'y arrive pas, quoi. Je suis pas bon, je suis pas compétent. Et je me rappelle vraiment de cette fin de journée. En plus, j'avais eu de la famille au téléphone qui me disait, mais t'imagines, c'est bon, là, les caprices, ça commence à 2 mois et demi. Voilà. Donc, grosse influence négative. En France, quand même. C'est dingue. Et en fait, j'ai fait le choix. Et je sais que quand j'ai raconté ça, il y a des gens qui m'ont dit que j'avais fait preuve d'une grande violence éducative ordinaire. Ouais, vous avez fait quoi ? Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai senti en moi vraiment que ça allait pas le faire. Et je l'ai posé de manière sécurisée. C'est-à-dire que je l'ai posé dans son parc. Elle risquait rien. J'ai pris le temps de souffler en faisant le tour de la maison. Pas du pâté de maison, mais juste de la maison. Ça a duré quoi, je sais pas, entre 3 et 5 minutes. J'ai soufflé, j'ai appliqué une petite technique de relaxation que je connaissais. Truc tout con aussi, j'ai bu un grand verre d'eau. Et je suis revenu, j'allais mieux. Et là, je la prends dans mes bras, elle arrête de pleurer. Bah oui. Ce qui a beaucoup de sens en fait. Et c'était dingue. Et c'était vraiment dingue. Et je me suis dit, c'est ouf l'effet que notre état intérieur peut avoir sur l'enfant. C'est pas le sujet de l'épisode, donc je vais pas aller plus loin que ça. Mais c'est vrai que quand on peut s'isoler, on peut le faire. Mais surtout, moi, ce que je veux dire aux parents, c'est, comme vous l'avez très justement souligné, n'allez pas croire que parce qu'une fois ou même de temps en temps, il y a un écart par rapport au cadre et à l'éducation que vous proposez, ça va tout à coup bousiller tout ce que vous avez fait ou griller les neurones du cerveau de votre enfant. Complètement, vraiment. Ça, il faut vraiment que les parents le comprennent. C'est pas grave, il faut vraiment qu'ils lâchent prise. Et on a vu que l'un des principaux facteurs de protection du burn-out parental, c'est le lâcher prise. Il faut qu'on lâche prise. On n'est pas des parents parfaits, et moi non plus, et mes amis qui sont de petite enfance non plus. On est tous en train de galérer, mais on le fait de manière anecdotique et c'est pas grave, et on continue. Il y a aussi, je vais finir là-dessus, si vous permettez, et on va pas développer, mais je voudrais juste quand même aussi rappeler qu'il y a quand même un sujet sociologique et de genre, et de stéréotypes de genre, puisque souvent ce sont bien les mères et les femmes qui se mettent cette énorme pression. Oui. Parce que c'est aussi ce que la société leur renvoie comme attente vis-à-vis de leur position sociale, et que j'espère qu'avec les travaux sur le stéréotype de genre, on avancera sur le sujet. Merci beaucoup. Avec plaisir. Eugénie, pour ce bel échange. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.